Il y a une phrase que Donald Trump utilise rarement, presque jamais, et pourtant aujourd'hui, il l'a prononcée. Une phrase courte, en apparence anodine, mais qui en dit beaucoup plus qu'il n'y paraît. Il a parlé d'une frappe rapide, ciblée, sans enlisement. Et ce choix de mots n'est pas neutre. Il trahit à la fois une intention, une inquiétude et un aveu que peu de dirigeants osent formuler publiquement. Derrière cette phrase, il n'y a pas une démonstration de force, mais une tentative de reprendre le contrôle d'une situation qui, justement, échappe de plus en plus au contrôle. Depuis plusieurs heures, la tension est brutalement remontée entre les États-Unis et l'Iran. Le ton s'est durci, les déclarations se sont succédées, et au milieu de ce brouhaha diplomatique et militaire, Trump a posé cette formule comme un cadre, presque comme une promesse. Une frappe rapide, pas de guerre longue, pas de bourbier, pas d'enlisement. Mais cette promesse soulève une question centrale, une question que peu de responsables osent poser à voix haute. Est-ce encore possible face à l'Iran? Parce que ce conflit n'a rien à voir avec l'Irak, rien à voir avec l'Afghanistan, et encore moins avec une opération militaire classique telle que l'armée américaine en a menée pendant des décennies. Ce que révèle cette phrase, c'est une tension profonde entre ce que Trump voudrait imposer au réel et ce que le réel est prêt à lui renvoyer. Pour comprendre pourquoi cette formule est à la fois logique et profondément dangereuse, il faut d'abord comprendre comment Trump pense le pouvoir, la guerre et le temps. Pour lui, une guerre n'est jamais seulement une affaire militaire. C'est une affaire d'image, une affaire de rythme, une affaire de narration. Trump ne raisonne pas comme un général qui planifie une campagne sur plusieurs mois, avec des phases, des replis, des ajustements. Il raisonne comme un dirigeant obsédé par l'impact immédiat. Il veut un avant et un après clairement identifiables. Un événement qui se voit, qui se comprend vite, qui se résume en une phrase simple pour les médias, pour l'opinion publique et surtout pour son électorat. Dans sa logique, une frappe doit produire un résultat visible immédiatement. Quelque chose comme on a frappé, on a puni, le problème est réglé, on passe à autre chose. Et cette obsession de la rapidité n'est pas un détail de langage. C'est la clé de lecture de toute sa posture face à l'Iran. Trump a une allergie presque instinctive aux guerres longues. Pas seulement parce qu'elles coûtent cher en vies humaines ou en ressources, mais parce qu'elles détruisent exactement l'image qu'il cherche à projeter depuis toujours. Celle d'un leader fort, décisif, qui agit vite, gagne vite et ne se laisse jamais piéger dans un conflit sans fin. Dès qu'une guerre s'installe dans la durée, elle devient complexe. Et dès qu'elle devient complexe, le contrôle échappe aux politiques. L'opinion commence à se diviser. Les médias retournent chaque détail contre le pouvoir. Les familles de soldats commencent à parler. Les images deviennent plus dures, plus ambiguës. Les erreurs deviennent publiques. Et surtout, le dirigeant perd la maîtrise du récit. Il ne contrôle plus le calendrier. Il ne contrôle plus la fin. C'est cela, la véritable peur de Trump. Perdre le contrôle de l'histoire qu'il raconte. C'est pour cette raison qu'il insiste sur la formule frappe rapide, sans enlisement. Avant même toute décision militaire, il plante un drapeau psychologique. Il cherche à cadrer le débat avant qu'il ne commence. Il veut inscrire dans l'esprit du public une idée simple. Si on frappe, ce sera court. Ce sera propre. Ce sera terminé. Il tente ainsi de désamorcer à l'avance la critique qui hante tous les présidents américains depuis des décennies. Le scénario classique où une opération limitée se transforme en engrenage incontrôlable. On entre pour quelques jours. On se réveille 6 mois plus tard avec des soldats engagés, des alliés qui réclament plus de soutien, des représailles imprévues, des images de chaos et une machine politique impossible à arrêter. Cette formule n'est donc pas une stratégie militaire, c'est une stratégie de communication, un moyen de fixer les limites du récit avant même que les faits ne viennent les contester. Trump ne parle pas seulement à l'Iran, il parle à son opinion publique, il parle à ses opposants, il parle à l'histoire. Il veut dire « Je suis prêt à frapper, mais je ne tomberai pas dans le piège des guerres interminables ». Il y a aussi une autre raison, plus subtile mais tout aussi déterminante. Trump sait que l'Iran n'est pas un adversaire classique. Et précisément pour cette raison, il veut éviter ce que l'Iran fait le mieux. L'usure lente, la réponse indirecte, la guerre du temps long. Dans son esprit, une frappe rapide est une tentative de court-circuiter la stratégie iranienne, parce que l'Iran cherche exactement l'inverse.
Il cherche à coincer son adversaire dans une zone grise, où tout coûte cher, où chaque décision entraîne une nouvelle conséquence, où il n'y a jamais de sentiment de victoire clair. Trump est aussi prisonnier d'un paradoxe personnel. Il veut apparaître dur, mais il veut aussi apparaître intelligent. Il veut être perçu comme imprévisible, mais pas manipulable. Il ne veut surtout pas qu'on puisse dire qu'il s'est fait entraîner dans un piège. Il doit donc trouver une posture qui ressemble à la force sans ressembler à l'imprudence. Et c'est exactement ce que permet cette formule. Une frappe rapide, elle lui offre les deux en une phrase, une menace d'un côté, une assurance de l'autre. Il envoie un message double. Je suis prêt à agir, mais je ne serai pas aspiré dans une guerre sans fin. Cette phrase est conçue pour rassurer autant qu'elle intimide. Elle vise à montrer une capacité d'action tout en affichant une volonté de retenue. Mais cette construction est fragile, parce qu'elle repose sur une hypothèse discutable. L'idée que la durée et l'ampleur d'un conflit peuvent être décidées unilatéralement. Il faut aussi comprendre que, politiquement, une frappe rapide est un produit parfait. C'est facile à vendre, c'est visuel, c'est spectaculaire. Cela donne au public l'impression d'une maîtrise technologique totale. Quelques avions, quelques missiles, quelques cibles, et l'affaire est réglée. Cela correspond parfaitement au fantasme moderne de la guerre propre. Une guerre chirurgicale, une guerre sans image de cercueil, sans troupes au sol, sans coût humain immédiatement visible. Ce fantasme est extrêmement séduisant, surtout dans une société fatiguée par 20 ans d'interventions longues et ambiguës. Les souvenirs de l'Irak et de l'Afghanistan sont encore présents. Trump connaît cette fatigue. Il l'exploite. Il veut dire « Regardez, ce n'est pas une nouvelle guerre. C'est une opération, un acte ponctuel, un signal envoyé. Rien de plus. » Mais le point le plus important est peut-être celui-ci. Cette phrase révèle une forme d'aveu. Trump sait que les États-Unis ne peuvent donc plus se permettre un enlisement aujourd'hui. Pas seulement pour des raisons morales ou militaires, mais pour des raisons stratégiques globales. L'attention américaine est déjà étirée sur plusieurs fronts, plusieurs rivalités, plusieurs priorités concurrentes. Quand une puissance est ainsi étirée, le danger n'est pas de perdre une bataille. Le danger est d'être aspiré par un conflit secondaire qui consomme de l'énergie, du capital politique et de la crédibilité, au détriment d'autres enjeux jugés plus centraux. Quand Trump parle de frappe rapide, il parle aussi de gestion des ressources. Il parle de hiérarchisation. Il parle de ne pas se laisser distraire. Il parle d'éviter qu'une crise au Moyen-Orient n'absorbe toute l'attention stratégique américaine. Il tente de maintenir l'illusion d'un agenda maîtrisé. Il y a enfin une dimension psychologique personnelle. Trump fonctionne sur le rapport de force immédiat. Il veut que l'adversaire croie massivement qu'il peut agir sans hésiter. Mais il veut aussi que l'adversaire croie qu'il peut s'arrêter quand il le souhaite. Dans sa vision du pouvoir, celui qui gagne n'est pas celui qui frappe le plus fort. C'est celui qui maîtrise le tempo. Celui qui décide quand ça commence et quand ça s'arrête. C'est pour cela qu'il insiste tant sur la rapidité. Il veut se présenter comme celui qui tient à la fois le bouton et le chronomètre. Sauf qu'avec l'Iran, cette logique se heurte à une réalité brutale. L'Iran n'a pas besoin de gagner une bataille pour gagner une guerre d'influence. Il lui suffit de ne pas perdre de manière visible. Il lui suffit de déplacer le conflit ailleurs, de le diluer, de le faire durer. Et c'est là que cette formule devient dangereuse. Plus Trump promet une opération courte, plus il crée une attente énorme. Et plus cette attente existe, plus l'Iran a intérêt à la briser, même sans escalade frontale, simplement en rendant la situation non terminée, en laissant planer des menaces, des incidents sporadiques, une tension permanente. Et dès que ce n'est plus terminé, Trump perd ce qu'il cherchait à protéger par-dessus tout. Le récit. En réalité, cette phrase est une arme de communication avant d'être une stratégie militaire. Elle sert à se montrer fort sans se lier les mains. Elle sert à dissuader sans déclencher immédiatement l'engrenage. Elle dit « Je peux frapper, mais je ne veux pas rester ». Or, c'est précisément ce que les conflits modernes rendent presque impossible. La guerre n'obéit pas aux slogans. Elle obéit aux réactions, aux erreurs, aux surprises et aux dynamiques imprévues. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus le dirigeant qui décide de la durée.
C'est le conflit lui-même. Et c'est pour cela que cette phrase est à la fois parfaitement logique et profondément inquiétante. Logique, parce qu'elle reflète exactement ce que Trump veut vendre. Une puissance rapide, tranchante, une puissance qui n'accepte pas le prix du temps long. Mais inquiétante parce que ce type de promesse crée souvent l'effet inverse. La pression d'obtenir un résultat immédiat pousse à des décisions qui ouvrent la porte à une escalade lente. Et l'on se retrouve alors dans le scénario que Trump prétend vouloir éviter. Celui où une opération ponctuelle se transforme en crise permanente. Et face à l'Iran, cette contradiction devient encore plus aiguë. Mais le point le plus important est peut-être celui-ci. Cette phrase révèle une forme d'aveu. Trump sait que les États-Unis ne peuvent plus se permettre un enlisement aujourd'hui. Pas seulement pour des raisons morales ou militaires, mais pour des raisons stratégiques globales. L'attention américaine est déjà étirée sur plusieurs fronts, plusieurs rivalités, plusieurs priorités concurrentes. Quand une puissance est ainsi étirée, le danger n'est pas de perdre une bataille. Le danger est d'être aspiré par un conflit secondaire qui consomme de l'énergie, du capital politique et de la crédibilité, au détriment d'autres enjeux jugés plus centraux. Quand Trump parle de frappe rapide, il parle aussi de gestion des ressources. Il parle de hiérarchisation. Il parle de ne pas se laisser distraire. Il parle d'éviter qu'une crise au Moyen-Orient n'absorbe toute l'attention stratégique américaine. Il tente de maintenir l'illusion d'un agenda maîtrisé. Là où la formule de frappe rapide commence réellement à se fissurer, c'est lorsqu'on regarde la nature même de l'adversaire. Parce que l'Iran ne se bat pas comme les États-Unis. Il ne pense pas la guerre comme un affrontement frontal, symétrique, avec un début clair et une fin identifiable. Il la pense comme un processus, un mouvement lent, une pression diffuse, une succession d'actions qui n'ont pas besoin d'être spectaculaires pour être efficaces. L'idée d'une frappe propre repose sur un schéma presque cinématographique. Quelques missiles, quelques explosions sur des sites clairement identifiés, des images diffusées, un message envoyé, et l'impression que l'histoire est si close. Sauf que ce schéma suppose un adversaire organisé autour de centres de gravité visibles, concentrés, vulnérables. Et c'est précisément ce que l'Iran a passé des décennies à éviter. La puissance iranienne n'est pas centralisée. Elle est fragmentée, dispersée, redondante. Ses capacités militaires, politiques et stratégiques sont volontairement éclatées pour qu'aucune frappe unique ne puisse produire un effet décisif. Chaque fois que l'on cherche une cible claire, on se heurte à une architecture conçue pour absorber les chocs sans s'effondrer. La première illusion de la frappe propre face à l'Iran, c'est l'idée que la réponse viendra là où l'on a frappé. Or, l'Iran n'a jamais accepté cette logique. Il peut encaisser un coup sans répondre immédiatement. Il peut déplacer la riposte dans le temps ou dans l'espace. Il peut attendre des semaines, parfois des mois, avant de frapper ailleurs, différemment, par d'autres moyens. Et ce simple décalage suffit à casser la logique d'un avant et d'un après. Une frappe américaine peut avoir lieu un jour donné, avec une intensité maximale. Et le lendemain, il peut ne rien se passer de visible. Pas de riposte directe, pas d'explosion spectaculaire. Mais cette absence de réaction immédiate n'est pas un signe de faiblesse. C'est souvent un choix stratégique destiné à installer l'incertitude. Car la réponse peut venir plus tard, sous la forme d'un incident maritime, d'une attaque indirecte contre un allié régional, d'une cyberattaque, d'une pression sur une route énergétique, d'une action menée par un acteur qui ne porte même pas officiellement le drapeau iranien. Et à partir de ce moment-là, la frappe initiale cesse d'être propre. Elle n'a plus de fin identifiable. Un autre élément fondamental rend la frappe propre illusoire. L'Iran a construit ce que l'on appelle une profondeur stratégique régionale. Cela signifie que sa capacité de nuisance ne se limite pas à son territoire national. Elle s'étend à travers un réseau d'alliés, de partenaires et de groupes armés répartis dans toute la région. Au Liban, en Irak, en Syrie, au Yémen, dans le Golfe. Chaque frappe contre l'Iran active potentiellement ce réseau. Pas de manière coordonnée et spectaculaire, mais de façon fragmentée, imprévisible. Une tension ici, un incident là, une attaque limitée ailleurs.
Et pour Washington, répondre devient extrêmement compliqué. Répondre partout, c'est risquer une escalade massive. Ne répondre nulle part, c'est donner l'impression que la frappe initiale n'a servi à rien. C'est précisément ce dilemme qui rend la frappe propre impossible. Elle ne produit jamais une réponse unique et claire. Elle produit une constellation de tensions diffuses. Une série de micro-crises qui s'accumulent et finissent par peser lourd politiquement, économiquement et stratégiquement. Il faut aussi comprendre que l'Iran a parfaitement intégré la psychologie occidentale, et en particulier américaine. Il sait que l'opinion publique tolère mal les conflits flous, sans victoire nette, sans conclusion claire. Il sait que ce qui use le plus une société n'est pas forcément la défaite militaire, mais l'impression d'un chaos permanent, d'une crise qui n'en finit pas, d'un effort sans résultat visible. Une frappe propre suppose un récit simple. On frappe, on punit, on passe à autre chose. L'Iran excelle à briser ce type de récit. Il transforme chaque action adverse en question sans réponse. Est-ce terminé? Est-ce que ça recommence? Est-ce que la situation est sous contrôle? Est-ce que d'autres attaques vont suivre? Cette incertitude devient en elle-même une victoire stratégique. Il y a aussi un malentendu profond sur la nature de la puissance iranienne. L'Iran ne cherche pas la supériorité militaire classique. Il ne cherche pas à rivaliser directement avec la technologie américaine. Il cherche l'asymétrie permanente. Il ne joue pas au même jeu. Il n'a pas besoin de détruire un porte-avions pour gagner. Il lui suffit de rendre son déploiement coûteux, stressant, politiquement explosif. Chaque incident, même mineur, chaque alerte, chaque missile qui passe à proximité sans frapper directement, chaque menace de fermeture maritime suffit à créer une pression énorme. Les marchés réagissent. Les alliés s'inquiètent. Les opinions publiques s'agitent. Et cette pression transforme une frappe dite chirurgicale en crise durable. Un autre aspect souvent sous-estimé est la capacité de l'Iran à vivre sous pression. Le pays a appris à fonctionner sous sanctions, sous menaces, sous contraintes permanentes. Le choc n'est pas une rupture, c'est une variable intégrée. Là où une frappe américaine est pensée comme un événement exceptionnel à Washington, elle est souvent perçue à Téhéran comme un épisode gérable parmi d'autres. Ce décalage de perception est crucial. Quand un camp vit l'événement comme une rupture dramatique et l'autre comme une continuité, c'est presque toujours le premier qui s'épuise psychologiquement. La frappe est conçue comme un message fort. La réponse est pensée comme un processus lent. La frappe propre est aussi un mythe parce que l'Iran maîtrise parfaitement l'art de la réponse graduée. Il peut choisir une réaction suffisamment visible pour montrer qu'il ne cède pas, mais suffisamment limitée pour éviter une guerre ouverte. Ce dosage est extrêmement dangereux pour Washington. Il oblige à choisir entre deux mauvaises options. Escalader davantage et risquer un conflit incontrôlable, ou ne pas répondre et donner l'impression que la dissuasion américaine est creuse. Dans les deux cas, la promesse initiale s'effondre. La frappe n'a pas réglé le problème. Elle l'a déplacé. Il faut également parler du terrain maritime. Dans le Golfe et les détroits stratégiques, l'Iran n'a même pas besoin d'attaquer directement pour créer une crise. Il lui suffit de perturber, de menacer, de faire planer un risque. Chaque navire réagit. Chaque assureur augmente ses tarifs. Chaque chaîne logistique s'ajuste. Une frappe aérienne peut durer quelques heures. Mais les conséquences économiques et énergétiques peuvent s'étendre sur des semaines, voire des mois. À partir de ce moment-là, la frappe cesse définitivement d'être propre. Elle déborde largement le champ militaire. Elle affecte les marchés, les alliés, les consommateurs, et le débat politique interne. Enfin, l'Iran comprend quelque chose de fondamental sur la guerre moderne. C'est aussi une guerre narrative. Il ne cherche pas à vaincre militairement les États-Unis. Il cherche à les enfermer dans une situation où chaque action produit plus de problèmes qu'elle n'en résout, où chaque décision est coûteuse, où chaque choix alimente le doute. Chaque frappe contre l'Iran active potentiellement ce réseau. Pas de manière coordonnée et spectaculaire, mais de façon fragmentée, imprévisible. Une tension ici, un incident là, une attaque limitée ailleurs. Et pour Washington, répondre devient extrêmement compliqué. Répondre partout, c'est risquer une escalade massive. Ne répondre nulle part, c'est donner l'impression que la frappe initiale n'a servi à rien. C'est précisément ce dilemme qui rend la frappe propre impossible. Elle ne produit jamais une réponse unique et claire. Elle produit une constellation de tensions diffuses.
une série de micro-crises qui s'accumulent et finissent par peser lourd politiquement, économiquement et stratégiquement. Dans ce cadre, toute frappe, même limitée, devient une pièce d'un puzzle beaucoup plus large. Un puzzle où la question n'est pas qui a frappé le plus fort, mais qui peut supporter le plus longtemps l'incertitude, la tension et le coût politique. C'est pour cela que l'idée même de frappe propre face à l'Iran relève presque du fantasme stratégique. Elle suppose un adversaire qui accepte les règles du jeu classique. Or, l'Iran joue à un autre jeu. Un jeu où la victoire ne se mesure pas en cratères, mais en fatigue, en divisions internes, en perte progressive de contrôle du récit. Et tant que cette asymétrie existe, chaque frappe censée être rapide et maîtrisée devient au contraire le point de départ d'une séquence longue, imprévisible et profondément déstabilisante.